Voilà, bienvenue à tout le monde. Donc, je ne sais pas qui d'entre vous vient pour la première fois, donc je fais toujours une petite présentation rapide de notre processus. Théo, est-ce qu'il y a moyen de On peut couper couper le micro aussi. Si on veut. les micros? Voilà. Est-ce que de notre côté, on peut couper le micro? Merci. Il en reste un, je crois, avec... ouais. Hop. C'est bon. Donc voilà, merci d'être là, de votre présence. Il reste encore un service là qui a le micro ouvert. Ah, ok, super. Donc, Instant T, un programme animé par le TASDA. Moi-même, je suis ergothérapeute et mon rôle, c'est d'accompagner la veille sur les solutions innovantes, les solutions technologiques numériques pour le maintien de la personne âgée à domicile, et notamment par les services de la domicile ayant reçu la visite d'un évaluateur. Donc, il y a 3 structures évaluatrices en Rhône-Alpes. Et bon, vous connaissez celles qui vous concernent. Donc, ces webinaires sont dédiés aux évaluateurs pour les financements CARSAT, des plans OSCAR, et aux personnes coordonnateurs et responsables de secteur des services d'aide à domicile. Donc, vous avez sur le site du TASDA, il y a la page Instant T. Vous y trouverez tous les webinaires en replay depuis février 2023. On en est à notre 17e, je crois. Une fiche pratique par webinaire sur le thème traité, avec un petit clip démo de 2 minutes, et puis une sélection de sites web utiles et d'autres documents sur le site de l'Instant T. Alors, pour notre thème d'aujourd'hui, c'est la nutrition dans l'assiette. Nous avons avec nous dans la salle virtuelle Carla Reggiani qui va prendre la parole dans très peu de temps. Donc, je fais juste cette petite présentation de notre cas d'usage d'aujourd'hui. Donc, la nutrition dans l'assiette, l'idée étant de participer en tant qu'évaluateur, en tant que coordonnateur ou responsable de secteur, à la prévention et au repérage des risques de dénutrition, en partant du recueil des besoins et attentes jusqu'au projet de vie de la personne. Pour nos webinaires, nous utilisons toujours ces 6 étapes pour nous entraîner dans un processus qui nous permet de ne rien laisser passer à la trappe, toujours avec l'identification des besoins, le repérage des indicateurs de fragilité qui nous permet de définir les priorités d'action, et puis ce travail de recherche de solutions technologiques ou autres solutions, bien entendu. Moi, je vous apporte des idées au niveau innovation. Questionnez toujours ce besoin d'intervention d'une personne partenaire, peut-être une infirmière libérale, peut-être prendre contact avec le médecin, peut-être questionner le kiné, s'il y a déjà un kiné en place, faire une demande pour le passage d'un ergothérapeute à domicile, etc. Donc, vous connaissez en principe ces 6 étapes. Nous avons toujours la représentation d'une grille qui nous aide à identifier et donc à repérer les fragilités. Donc Théo, mon acolyte qui est là aujourd'hui, va mettre cette phrase clé ou ces mots clés dans la conversation qui vous permettra, en étant sur le site de la HAS, d'accéder à cette grille de repérage si vous ne la connaissez pas encore. Donc, notre cas d'usage d'aujourd'hui est une femme âgée de 66 ans, retraitée depuis 3 ans seulement, et tout, en fait, dans son attitude semble évoquer comme un cri « Aidez-moi, je ne sais pas comment faire, mais les choses vont mal. » Voilà. Donc, j'aimerais bien que vous ayez en tête cette notion d'une personne souffrante, mais de troubles, pas de troubles psychiatriques, pas de troubles psychologiques, mais plutôt un état qui visiblement génère de l'inquiétude
ou des observations cliniques de la part des intervenants ou de vous-même, responsable de secteur, voire des évaluateurs lorsque vous allez à domicile. Donc, cette personne elle bénéficie déjà d'un plan d'Oscar depuis 1 an, en ayant été victime d'un accident de la route sur un passage piéton, on va dire à Grenoble, parce qu'il y a beaucoup de trottinettes. Et elle a été percutée, elle a eu une opération, elle a une hospitalisation et en fait, elle souffre encore de douleur. Elle est bien suivie au niveau médical, mais donc elle a 1 heure d'aide à la préparation des repas et 1 heure par semaine d'aide aux courses. Donc on voit plus le diapo. OK, très bien. Merci pour l'information. On va repartager le diaporama. Hop. Désolée pour ce contretemps. Est-ce que ça va mieux? Normalement, c'est bon, je vois. Donc, notre cas d'usage d'une femme de 66 ans. Donc, je vous laisse le temps juste de parcourir un petit peu ce slide avec 2 heures par semaine d'aide à domicile qui tourne autour de la notion d'alimentation. Alors, je vous invite à fermer vos micros. Théo, s'il y a moyen, merci. Et vos caméras, c'est parfait. Je vous rappelle à ceux qui viennent d'arriver que ce webinaire est enregistré. Donc, l'identification des besoins, vraiment, c'est important, cette étape. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous permet d'identifier les réels besoins et de prioriser en fonction de cet état des lieux que vous faites. Que vous soyez évaluateur avec les informations que vous avez ou les responsables de secteur ou coordonnateurs de service. Donc voilà, notre personne a des difficultés pour se lever de ses assises. Elle dit qu'elle est exténuée. Par contre, elle dort bien. Elle ne se plaint pas d'autre chose pour le moment que vraiment, oh là là, quand je me lève de mes assises, vraiment c'est compliqué. Et puis, on le constate. On voit qu'elle est en difficulté. Donc, il y aura vraiment besoin de réfléchir ensemble sur les possibles aménagements. Il y a peut-être besoin de faire intervenir un ergothérapeute. Donc, c'est des questionnements. Peut-être vos services ont vraiment l'habitude de traiter ce genre de questions et vous avez déjà un processus en place qui va permettre de poser des choses avec la personne pour déterminer quelles sont les réponses. Mais en tout cas, c'est notre premier besoin. Notre deuxième constat, c'est qu'elle a beaucoup de mal à se déplacer sans risque de trébucher. Les intervenants relatent des situations où elle s'en prend le pied, ou elle traîne le pied. Et puis, il semble, surtout depuis une prise de poids extrêmement importante. Donc, sa morphologie a changé depuis cet accident où elle a été percutée. Et l'équipe, vous-même, vous questionnez peut-être cet accompagnement rapproché pour gérer au mieux son alimentation. Donc, visiblement, c'est en arrière-pensée. Madame espère perdre du poids, elle en parle souvent, mais elle est très claire, elle n'est pas prête à changer ses habitudes. Elle préfère plutôt l'idée de bouger, donc peut-être sortir plus souvent avec un intervenant ou avec un membre de sa famille. On a aussi cette attente quand même très importante envers les intervenants pour lorsqu'ils font cette aide aux courses, surtout qu'ils ne changent pas. Elle veut tel produit, et même si l'intervenant dit « Bon, mais madame, vous savez, peut-être vous pouvez essayer ceci », elle est catégorique, elle ne veut rien changer. Donc, on entend ce cri d'appel, mais on n'arrive pas à avancer, en fait, avec cette personne. Donc, son projet de vie qui est établi est vraiment de continuer le plus longtemps que possible à vivre chez elle, mais elle ne veut pas d'aménagement important. Elle souhaite retrouver de l'énergie, elle veut retrouver le plaisir de voir ses amis, mais il y a quelque chose qui bloque. On a donc par la suite, s'il veut bien changer mon diapo, hop, voilà. Juste un petit rappel sur ces 6 étapes qui, en fait, nous permettent d'agir en amont de toute aggravation, de maintenir ce pouvoir d'agir et soutenir ce projet de vie.
qui a été établi avec le bénéficiaire. Pour ce faire, aujourd'hui, je souhaite vous présenter brièvement le site mangerbouger.fr qui sera de nouveau trouvable dans le clip démo, d'accord? Donc, je vais maintenant partager mon écran avec vous de manière à ce que hop, vous puissiez visiter le site. Hop, qui ne veut pas me le mettre. Je suis désolée. Parfois, il ne prend pas en compte. Voilà, on y est. Donc là, vous avez devant vous le site mangerbouger.fr. J'ai choisi ce site parce qu'il est porté par Santé publique France. Je l'ai utilisé dans d'autres lieux de travail aussi, avec des diététiciennes nutritionnistes. Et il est très important que vous sachiez que ce genre de site existe parce que dedans, vous avez accès à des recommandations pour des adultes de plus de 75 ans. Vous avez accès à des notions de comment manger équilibré, comment planifier des repas, comment cuisiner maison, etc. Bien entendu, vos services ne sont pas là pour remplacer le travail de nutritionniste, de diététicien, d'un accompagnement spécifique. Par contre, lors de vos réunions d'équipe, lors peut-être dans un newsletter pour vos intervenants, vous pouvez les informer de l'existence de ce site de manière à ce que chacun, à son niveau, à sa manière, s'informe. Par exemple, les personnes qui accompagnent, par exemple, notre cas d'usage, une personne pour l'achat de produits, ben, il peut peut-être étudier comment dire, la personne dans, alors, voilà, calendrier de saison, quels sont les fruits, les légumes de saison, de manière à ce que cette personne aurait des choses, des produits frais. Donc, on voit par ordre alphabétique des produits qui vont pouvoir peut-être donner envie à notre personne jeune retraitée. Voyez? Donc, c'est une mine d'informations au niveau manger mieux, au niveau bouger plus. Vous voyez, à tout âge, il y a des recommandations, des informations qui nomment essentielles, et puis des ressources pour vous, les professionnels. Donc, il y a le programme national nutrition, à savoir que pour le plan anti-chute qui a été travaillé et qui est arrivé, il y a eu dans les groupes de travail des nutritionnistes qui ont œuvré pour faire en sorte que la notion de la nutrition ne soit pas oubliée. Allez regarder ce qui a été proposé par le plan anti-chute, parce que la notion de chute est étroitement liée à l'état alimentaire de la personne, au niveau protéines, etc. Donc ça, c'est le site de mangerbouger.fr que vous allez avoir dans la fiche pratique. Et maintenant, je vais pouvoir vous présenter Madame Reggiani, qui est avec nous dans la salle, qui est nutritionniste, qui travaille pour CDiète, qui a déjà participé à un programme avec des ergothérapeutes en Rhône-Alpes et qui a, avec un grand merci, accepté de présenter sa solution CDiète, qui a été lauréate de Vival Lab, qui est un programme d'accompagnement des startups, des petites entreprises avec des solutions innovantes pour le bien vieillir à domicile. Donc, la CARSAT Rhône-Alpes soutient ces diètes et elle va pouvoir vous en parler en long et en large. Donc, je vais arrêter mon partage. Et en principe, elle n'est même pas partagée. Et voilà, Madame Reggiani qui va pouvoir partager son document avec vous. Alors, bonjour à tous, du coup. Alors, je vais essayer de partager mon écran.
C'est toujours un exercice un peu stressant. Est-ce que ça va marcher? Parfait. Est-ce que là, vous le voyez? Non, c'est pas la bonne partie, je pense. Alors, pendant que Madame Reggiani, elle gère le partage de son PowerPoint, c'était juste pour vous dire qu'en fait, cette solution est une solution numérique qui va très prochainement être finançable dans le programme Oscar. Et Madame Reggiani va vous en parler un peu plus longuement. C'est prévu pour l'automne. Là, il me semble que c'est bon. Je vois le slide. Voilà. Vous voyez les notes ou pas du coup? On voit les notes, non? La nutrition au cœur de la santé. On voit le titre, mais on ne voit pas les notes, non. D'accord, il n'y a que le diaporama. Très bien. Ok, super. Alors du coup, je me présente, même si Madame Rondeau m'a déjà présentée. Je m'appelle Carla Reggiani. Je suis diététicienne nutritionniste chez Cdiet. Je fais partie d'une équipe de 20 diététiciens. Et voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter dans un premier temps donc, les troubles nutritionnels de la personne âgée relativement rapidement. On va surtout faire un focus sur la dénutrition. Ensuite, je vais vous parler de comment repérer ces situations de nutrition et comment de dénutrition, pardon, et comment nous on la prend en charge donc chez Cdiet. Et après, je vous partagerai un petit peu plus le service Cdiet, comment on fonctionne. Alors, du coup, quels sont les principaux troubles nutritionnels que l'on peut rencontrer, nous, en consultation chez la personne âgée? Donc, dans un premier temps, bien entendu, ça va être la dénutrition, tout simplement parce qu'elle va être provoquée par le grand âge, mais aussi avec l'apparition de pathologies comme le cancer, qui peut être relativement très fréquent chez les personnes âgées. On voit également des situations d'obésité, de déshydratation en été, mais également toute l'année. Je crois qu'on donne chez un patient sur 3 des conseils au niveau de l'hydratation parce que les patients sont déshydratés, qu'importe le moment de l'année. Donc là, ça commence à être une période où on accentue beaucoup dessus, mais on fait ça aussi toute l'année. Les troubles du transit avec la constipation chronique et la diarrhée chronique. Et ensuite, toutes les alimentations thérapeutiques qui vont être induites par des pathologies. Typiquement, le diabète, c'est la pathologie que les évaluateurs médico-sociaux repèrent facilement et après, ils nous envoient des patients concernés par cette pathologie. Mais il y a aussi l'insuffisance cardiaque, les troubles au niveau du cholestérol, donc l'hypercholestérolémie, l'insuffisance rénale. Il y a encore tout un autre tas de pathologies sur lesquelles on peut intervenir pour prendre en charge les patients à ce niveau-là. On sait qu'ils sont suivis par d'autres professionnels de santé, par exemple un diabétologue pour un patient qui a du diabète. Mais en fait, on ne vient pas travailler sur les mêmes aspects. Nous, on va vraiment venir travailler sur l'alimentation et comment l'adapter au mieux au patient, à son rythme de vie, à ses habitudes, à ses goûts, pour que en fait, on puisse au mieux prévenir des complications de chaque pathologie. Donc, du coup, comme je vous disais, on va faire un focus sur la dénutrition, tout simplement parce que pour nous, c'est la pire car ça va être la moins visible. Déjà, je ne sais pas si peut-être que vous en avez déjà entendu parler parce qu'on en parle de plus en plus de la dénutrition. Mais pour rappel, la dénutrition, elle se définit par un déficit en énergie et ou en protéines. Tout simplement parce que le patient, soit spontanément, il va diminuer ses apports. C'est vrai que les personnes âgées, avec l'âge, perdent l'appétit, perdent la sensation de faim. Donc, sans vraiment s'en rendre compte, ils vont manger moins progressivement. Ça va être aussi des situations de moins bonne absorption des nutriments. Là, il y a différents cas de figure, mais par exemple, ça peut être les troubles digestifs comme la constipation ou la diarrhée. Et ensuite, il y a tout ce qui va être activité anormale du métabolisme, par exemple un patient qui va avoir un cancer.
Donc, autrement dit, ça va être des situations très fréquentes chez la personne âgée et nous, ça va vraiment être notre priorité d'aller voir ces points-là pour voir si on peut les aider, s'il y a des nutritions ou s'il n'y a pas des nutritions. Pourquoi on en parle autant? Tout simplement parce que ça concerne énormément de patients, surtout les personnes âgées, puisque 2 200 000 personnes âgées sont concernées par la dénutrition en France. Ça représente également environ 40 des plus de 80 ans qui, eux, vont être hospitalisés pour une cause de dénutrition initialement. Et en fait, ça représente environ 1 patient sur 10 des plus de 65 ans. Et ça va être un chiffre, une donnée qui va évoluer, bien sûr négativement, selon les pathologies des patients, selon le degré du GIR également. Donc en fait, on se rend compte que c'est une pathologie très, très fréquente à laquelle on ne pense pas forcément. Pour information, chez Cédiat, on a des patients en sortie d'hospitalisation avec le plan d'aide au retour à domicile. On a également des patients Oscar et encore d'autres types de contrats. Mais chez les patients Oscar, les patients qui nous sont envoyés par les évaluatrices médico-sociales, ça représente environ 2/3 de nos patients, tout simplement parce que les évaluateurs, les personnes qui se rendent au domicile sont les meilleures personnes, entre guillemets, placées pour voir vraiment ce qui se passe concrètement dans la vie des patients et voir les choses qui peuvent passer à la trappe parce que les patients ne vont pas en parler ou l'entourage n'est pas forcément au courant. Oh, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc du coup, finalement, on s'aperçoit qu'à partir d'un certain âge, toutes les pathologies, toutes les situations vont finir par converger vers la dénutrition, que ce soit une situation de déshydratation parce que, un patient déshydraté, c'est un patient dont l'organisme a plus de mal, pour apporter les nutriments, à l'organisme. Les patients qui ont des alimentations thérapeutiques, ça va être des patients très, très, très souvent, vraiment dans la majorité des cas, qui suppriment des catégories d'aliments parce qu'ils ont entendu que. Sauf que malheureusement, en supprimant une catégorie d'aliments, il y a forcément un risque de carence qui est associé derrière et donc de dénutrition. Pareil pour l'obésité, pareil pour les troubles du transit. Je fais juste un petit focus sur l'obésité parce qu'on n'en parle pas forcément très souvent et on ne fait pas forcément le lien avec la dénutrition. Mais un patient en situation d'obésité peut être dénutri, tout simplement parce qu'avec une surcharge pondérale, ça demande beaucoup plus de force, beaucoup plus d'énergie pour faire tous les actes de la vie quotidienne. Donc, si le patient ne répond pas à son besoin protéique, le patient va être à très haut risque de dénutrition. Voilà. Hop. Donc là, c'est un récapitulatif de tous les troubles nutritionnels fréquents qu'on retrouve chez les personnes âgées. Donc, c'est vrai qu'au cours des évaluations par les évaluateurs médico-sociaux ou autres au domicile des patients, ça va être relativement facile de voir s'il y a des troubles du transit, parce qu'en plus, ce sont des questions qui sont posées au cours de l'évaluation. Puis souvent, les personnes âgées parlent relativement facilement de leur transit. Donc ça, au détour d'une discussion, c'est facile à savoir. Pareil pour l'hydratation, de savoir si le patient boit ou pas suffisamment sur la journée, c'est plutôt facile. L'obésité également, que ce soit visuel sans faire de discrimination, on est bien d'accord, ça peut se voir et en plus, le patient peut verbaliser aussi qu'il a des difficultés à faire certains mouvements justement à cause de sa surcharge pondérale. Donc ça, c'est facile. Pareil pour les affections longue durée, les pathologies chroniques où les évaluateurs ou autres peuvent voir, tout même le personnel qui travaille au domicile des patients peut voir les ordonnances à rallonge, en sachant qu'un patient qui a plus de 3 médicaments par jour, c'est un risque donc du coup qu'il y ait une affection longue durée et donc de dénutrition derrière, parce que ça veut dire qu'il y a une alimentation thérapeutique qui a été mise en place plus ou moins. Par contre, la seule chose qui ne sera pas verbalisée par le patient, ce sera la dénutrition. Pourquoi? Tout simplement parce que le patient ne sait pas qu'il est dénutri, il ne connaît pas la dénutrition. Pour lui, c'est normal de manger moins, c'est normal de perdre du poids avec l'âge, d'avoir moins de force, alors qu'en fait, pas du tout. Ce n'est pas du tout normal. Et ça, donc, ça va vraiment, nous, on va le voir au téléphone, enfin le voir, du coup, l'entendre, le déduire par des conversations, par des questions. On sait très bien quel type de questions on va poser pour avoir des réponses, pour avoir des informations, pour voir s'il y a des nutritions ou pas. Mais au domicile des patients, déjà, ça peut être visuel. On voit, c'est vrai qu'il y a des patients qui peuvent avoir ce type de clavicule un peu marquée, les bras un petit peu maigres.
Tout à l'heure, je crois que le cas qui était mis en place, c'était un cas où il y avait une situation de chute. On en parlera peut-être juste après, mais il n'y a pas de petite chute chez la personne âgée. Une chute sur deux chez la personne âgée est due à une situation de dénutrition. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Pareil pour les hospitalisations, les dépendances alimentaires avec les portages de repas. Ce sont plein de situations qui peuvent entraîner une situation de dénutrition. Donc, les conséquences les plus persistantes de ce trouble nutritionnel, de manière générale, ça va être un patient affaibli. Mais en fait, il y a plein d'autres conséquences auxquelles on ne pense pas forcément, qui vont être modélisées par la spirale de la dénutrition. J'ai pas forcément le temps de vous l'expliquer étape par étape. Si jamais vous avez besoin que je vous l'explique, si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas au moment des questions, je vous l'expliquerai avec grand plaisir. Mais grosso modo, ce qu'il faut savoir de cette spirale, c'est qu'en fait, petit à petit, on va venir s'enliser dans la spirale et plus on va s'enliser dans la spirale, plus ça va être difficile de faire un retour en arrière, et surtout plus on va s'enliser dedans et plus ça va demander de moyens financiers, de moyens humains, plein de choses en fait auxquelles le patient n'aura pas forcément accès, et qui vont faire que le patient sera dépendant petit à petit et finalement finira par partir du domicile parce que ce ne sera plus possible d'assurer son maintien chez lui. Voilà, ça c'était le plus important à savoir. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc maintenant, le repérage et la prise en charge de la dénutrition. Déjà, le repérage, ça va vraiment être l'affaire de tous. C'est-à-dire que nous, on va pouvoir la repérer par téléphone quand on a les patients, que ce soit en service d'aide à domicile ou en sortie d'hospitalisation. Mais en fait, toutes les personnes qui vont se rendre au domicile des patients peuvent être des acteurs pour déceler des situations banalisées par le patient. Par exemple, dans la cuisine ou à table, on va pouvoir peut-être retrouver des frigos vides, des placards vides, des portages de repas qui ne sont pas consommés ou enfin qui restent là, un certain temps, qui ne seront jamais mangés, des poubelles pleines, par exemple. Ça, c'est possible aussi. On va le retrouver également dans la dégradation de la mobilité. Un patient qui marchait très bien il y a, peut-être, 1 mois ou 2 de ça, qui marchait très bien, qui était plus ou moins à l'aise avec la marche ou que ce soit avec un déambulateur ou sans aide matérielle et maintenant quand on le revoit, bah, c'est un petit peu plus compliqué. Ça peut, signifier que le patient perd du muscle et s'il perd du muscle, il perd de la force. S'il perd de la force, c'est beaucoup plus compliqué de faire tous les actes de la vie quotidienne, dont marcher, dont se déplacer. Ça peut se voir également dans les papiers, de manière administrative, comme je vous disais, notamment avec les ordonnances entre guillemets à rallonge, qui peuvent signifier qu'il y a une affection longue durée, une pathologie chronique, qui peut induire une alimentation thérapeutique qui n'est pas forcément bien mise en place. Et ensuite, bah, dans l'humeur quotidienne, un patient qui ça arrive très souvent, c'est vrai, que ce soit en Oscar ou autre, même en ARDH, peu importe. Des patients qui expriment, hein, spontanément qu'ils se sentent seuls, que de toute façon, bah, à quoi bon faire à manger ou prendre le temps de manger puisqu'en fait on est tout seul. Surtout qu'on est dans un pays où, manger, ça fait vraiment partie des traditions, vraiment partie de la culture, où c'est vraiment un moment festif et de partage, pour les personnes âgées et je suis, convaincue que tous, vous l'avez déjà rencontré cette situation-là, une personne âgée qui ne veut plus manger et qui perd l'appétit parce qu'il est tout seul. Nous, on peut également intervenir sur ça. Heu, on appelle les patients, donc en les appelant, on remet du dynamisme dans le fait de manger, on leur réexplique pourquoi c'est important, pourquoi, pour garder leur force, pour, rester autonome le plus longtemps possible, et puis après on peut redonner des idées menus, des recettes, des choses qu'ils aiment pour vraiment stimuler cet appétit-là qui est, comment dire? Au cœur de la prise en charge de la dénutrition, c'est retrouver le plaisir de manger, bah, pour la survie du patient, tout simplement. Donc, comment on va prendre en charge la dénutrition? Les principaux axes de la prise en charge donc nutritionnelle que l'on propose et que potentiellement vous pourrez voir au domicile des patients s'il y a des patients qui sont suivis par nous. Ça va être dans un premier temps l'enrichissement de l'alimentation. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est l'enrichissement, mais tout simplement, ça va être de se baser sur les prises alimentaires habituelles du patient
et de venir en fait ajouter soit des matières grasses, soit des protéines, soit des glucides, peu importe, de manière à ne pas forcément augmenter le volume qui va être consommé par le patient, mais plutôt la densité énergétique. Je m'explique, par exemple, on va être sur un potage du soir. Moi, je me rends compte que finalement, même avec l'été, les patients continuent de manger du potage. Je suis assez impressionnée. Mais pour nous, c'est vraiment un super bon support, le potage. On va venir rajouter soit de la crème, soit du beurre, du fromage. Ça peut être de la poudre de protéines s'ils en ont, des vermicelles. En fait, vous voyez, c'est venir améliorer ce qu'ils mangent déjà. Comme ça, le patient, il n'a pas l'impression qu'il mange plus. Et pour autant, c'est beaucoup plus intéressant nutritionnellement parlant. Ensuite, on propose également le fractionnement parce que, comme on a vu, les patients, surtout les personnes âgées, perdent l'appétit. Donc, un gros plat ou une assiette bien garnie, c'est force faim. Il y en a, à peine ils voient l'assiette, ils ont déjà plus faim. Donc, le but, c'est vraiment de ne pas les rassasier avant même de manger. Donc, ce qu'on va venir proposer, donc tout est dans le mot, c'est de fractionner l'alimentation. Souvent, on fait un petit déjeuner, une collation, le déjeuner du midi, une collation, le dîner, parfois même une collation l'après-midi. Et en fait, la collation, ça va servir soit pour prendre l'entrée, soit pour prendre les desserts, mais venir compléter les repas du midi et du soir qui auront été insuffisants. Voilà. Et enfin, en dernier recours, il peut y avoir donc la mise en place des compléments nutritionnels oraux. Les compléments nutritionnels, ce sont donc des médicaments qui sont prescrits par les médecins. Nous, en tant que diététiciens, nous ne sommes pas prescripteurs. Donc, c'est un travail de collaboration avec le patient, avec le médecin, pour voir si c'est nécessaire d'en mettre en place ou pas. Et ça, ce sera vraiment, une fois qu'on aura tout essayé, que l'alimentation ne suffit plus, que le patient continue de perdre du poids ou que son état se dégrade, on va venir les mettre en place et stimuler leur prise pour que l'état nutritionnel du patient se stabilise, voire même s'améliore. L'efficacité de notre prise en charge, elle est haute, puisqu'en fait, en général, en 3 à 6 mois, on arrive à sortir du statut de dénutrition les patients. 3 à 6 mois, c'est vraiment pour sortir le patient, c'est une moyenne, hein, mais de sortir le patient du risque de dénutrition. Ça nous arrive d'avoir des patients, on va dire, par exemple, si j'avais eu un patient ce mois-ci totalement dénutri, ça m'arrive que le mois d'après, déjà, il soit sorti du très haut risque de dénutrition. Son statut va s'améliorer relativement rapidement. En un mois, il peut déjà reprendre du poids. Donc, déjà, pour nous, c'est bon signe. Le poids a arrêté de diminuer. Il est sur la pente, entre guillemets, remontante. Donc, c'est plus intéressant pour lui. Ensuite, donc, du coup, le service, c'est diète. La prise en charge nutritionnelle, du coup, comme on l'a vu, c'est quelque chose qui peut avoir une efficacité importante, comme ce que je viens de vous montrer. Pour autant, ce n'est pas forcément quelque chose qui est beaucoup utilisé, notamment dans des situations comme la dénutrition. Typiquement, parce que la personne, voire même l'entourage, ne sont pas au courant qu'il y a une pathologie. Ils savent pas, ils savent que, effectivement, le patient, il a maigri, mais pas de là savoir que ça peut être pris en charge, qu'il y a des médicaments qui peuvent servir comme les compléments nutritionnels et que la prise en charge nutritionnelle est nécessaire pour l'état de santé du patient. Donc, la prise en charge nutritionnelle, elle est entre guillemets méjugée parce qu'on ne la connaît pas et elle a beaucoup d'a priori. Et donc, on ne sait pas forcément quand est-ce qu'on peut y faire recours. Qu'est-ce que c'est une prise en charge nutritionnelle? Ça va être des consultations et des échanges entre nous, les diététiciens, et nos patients. Au cours de cette consultation, on prend le temps de discuter avec eux, on prend le temps de connaître leurs habitudes et on leur donne des conseils, des recommandations concrètes. À savoir qu'il y a une étude au niveau national qui montre qu'une prise en charge nutritionnelle en sortie de réhospitalisation diminue de 60% le taux de réhospitalisation. Donc, ce n'est vraiment pas juste un soin de confort, c'est vraiment un soin support et c'est vraiment un acte thérapeutique pour aider les patients à aller mieux. Le service C-Diète, c'est quoi? C'est un service donc, pour l'autonomie des patients. Donc, nous sommes des diététiciens salariés, spécialistes des seniors et de leur fragilité. Donc, on prend des personnes âgées tous les jours en charge. Et bien sûr, nous sommes formés à la prise en charge à distance.
Le procédé proposé par Cdiet est un procédé donc, de prise en charge unique qui va être efficace autant en temps qu'en qualité pour assurer la stabilisation des statuts nutritionnels des patients et surtout de les améliorer autant que possible. Donc, du coup, le service Cdiet, il va permettre d'avoir une prise en charge directe, une meilleure santé des patients et une forte montée en compétences des équipes professionnelles, qu'elles soient sur le terrain ou nous-mêmes, puisqu'on continue d'être formés en interne. Mais le but, c'est qu'on soit, comment dire, qu'on ait les compétences pour prendre en charge un maximum de pathologies et surtout de la meilleure des façons pour accompagner les patients. Voilà. Et savoir qu'on forme également les professionnels avec qui l'on travaille, par exemple avec les services d'aide à domicile, on va venir former les professionnels qui sont en contact des patients sur les pathologies. Donc concrètement, comment on fait pour réaliser un accompagnement nutritionnel personnalisé et mensuel? Là, c'est plutôt vraiment dans le cadre du plan d'aide Oscar, ou du moins quand il y a des évaluations. Donc, l'évaluateur va repérer le risque nutritionnel chez la personne au cours de l'évaluation. Il va transmettre les coordonnées du patient et nous allons les recevoir en général via PEPAS. Ensuite, une fois qu'on a les coordonnées, moi ou l'un de mes confrères, on va contacter le patient directement et on met le suivi en place. Le suivi, ça se passe comment? On fait une première consultation. Ça peut durer entre 15 et 40 minutes, parfois plus, si les patients ont besoin de plus discuter. À l'issue de cette consultation, on envoie un compte-rendu. On explique aux patients les conseils qu'il faut mettre en place. On envoie également des fiches pédagogiques adaptées à chaque situation, avec surtout des recommandations concrètes et faciles à mettre en place. Et donc ensuite, on fait des consultations de suivi qui durent entre 10 et 15 minutes, pardon, et le nombre de consultations va dépendre des conventions qui vont être signées. En général, Oscar, au total, il y a 4 consultations qui sont mises en place. Voilà. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ces diètes. Effectivement, donc le plan d'aide Oscar en Rhône-Alpes va arriver en septembre à la rentrée. Donc voilà, ça peut être intégré dans ce plan d'aide. Hop, et voilà nos coordonnées si jamais vous avez des questions, peu importe, même si ça vient a posteriori, surtout n'hésitez pas à nous contacter, on vous répondra avec grand plaisir. Merci beaucoup, Carla. C'est précieux, cette intervention. Et je veux juste rebondir sur le fait que on sait que ça va prochainement arriver en Rhône-Alpes. Et je pense que vous, structure d'aide à domicile et évaluateurs qui sont présents ou qui regardent ce webinaire en replay, vous avez entendu, ou vous allez l'entendre lorsque vous regarderez le replay, le fait que Cdiet propose des interventions auprès des structures d'aide à domicile. Donc ça, c'était déjà une première rentrée en la matière. Donc moi, ma question pour vous, Carla, c'est comment est-ce qu'un service d'aide à domicile ou un service évaluateur, pour une structure évaluatrice pour la mise en place des plans Oscar, peut vous faire appel? Est-ce qu'il faut payer l'intervention? Comment ça se passe? Comment rentrer en contact avec nous ou comment mettre en place un suivi, une prise en charge avec un service d'aide à domicile? Non, la question, ça tourne autour de ce que vous avez dit par rapport au fait que vous proposez d'intervenir auprès d'un service d'aide à domicile ou une structure évaluatrice pour une formation qui va peut-être un peu plus loin que ce que nous avons eu en 20 minutes, 25 minutes. C'était excellent. Comment ils peuvent faire et est-ce que ça leur coûte? Est-ce qu'il y a un Alors, financement? ça va dépendre. Je répondrai que ça va dépendre. Je n'ai pas la réponse à 100% à votre question parce que je ne m'occupe pas forcément des contrats. Mais du coup, on va être avec un contrat avec le service d'aide à domicile. Je sais qu'il y a des départements comme le Lot ou l'Ariège qui financent systématiquement les suivis nutritionnels avec nous, avec des services d'aide à domicile de leur département. Ça peut se faire comme ça. Il y a également des appels à projets qui peuvent être mis en place, des expérimentations qui peuvent être mises en place. En fait, il y a plusieurs possibilités. Donc, c'est pour ça que je n'aurai pas la réponse complète. Si elle vous intéresse, surtout, n'hésitez pas. Moi, je peux demander l'information et on vous fait un retour dans la semaine dès que possible à ce sujet. Il n'y a pas de souci. Et est-ce qu'une des structures présentes à ce webinaire, vous auriez
une question, c'est le moment. Je vous invite à profiter que Madame Reggiani soit là avec nous. Il nous reste encore 5 minutes, donc osez, soit le mettre dans la conversation. Alors, il faudrait peut-être que je l'ouvre, cette conversation. Voilà, il y a déjà la réponse à la première question que je vois. Peut-on vous solliciter du dispositif Oscar? Oui, donc ça va venir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous invite à profiter. En même temps, je prépare la suite. Alors, ce que je remarque souvent, Madame Reggiani, c'est que des questions viennent après. Donc, peut-être le fait de réfléchir à tout ça, regarder le replay, le support qui a été présenté, le spiral qui aide à voir en fait la difficulté de repérage, nous permettra peut-être de poser des questions qui vont aider ces équipes. Et surtout, on a des supports pour aider, que ce soit les personnes, les évaluateurs ou les aides à domicile, peu importe, on a des supports pour les aider à voir les repères, les troubles nutritionnels pour justement avoir des repères, savoir qu'est-ce qu'il faut les regarder, et dans quel cas le patient peut être dénutri. C'est très simple, c'est une grille à cocher pour voir et selon le score, entre guillemets, à la fin de la grille, ça indique si le patient est dénutri ou pas, s'il est à risque ou pas. Et Voilà, est-ce que ce support dont vous parlez peut être accessible? Est-ce que vous seriez d'accord que lorsque j'informe tous ceux qui participent au programme, que je le mets en pièce jointe, est-ce que c'est possible que je le fasse? Alors, je vais demander l'information. Je pense que Ok, ça sera possible. Il n'y a pas de souci. Je vais demander, c'est pas à moi de décider, mais je vais je demander à ma comprends, je directrice. Il n'y a pas comprends. de souci. Et parce que la notion de repérage, on l'a touchée, merci. La ressource dont je vous ai parlé, mangerbouger.fr, aide à donner des idées de réflexion, mais pas forcément dans le repérage. Donc, je pense que ça peut être très intéressant. Donc, on va en parler par la suite, Madame Medjani. Donc, je ne vois pas d'autres questions dans la conversation. Théo, mon collègue, va mettre dans la conversation le lien pour le questionnaire de satisfaction qui vous permettra de nous faire des retours par rapport au contenu de ce webinaire, sachant qu'il y a moyen de mettre des commentaires. Si vous avez des questions qui arrivent à ce moment-là, allez-y. Sinon, soit directement auprès de Madame Reggiani, soit avec moi-même, mon adresse mail. Donc voilà, on garde en tête cette notion de projet de vie. Visiblement, notre jeune retraitée n'est pas en grand âge. Elle n'a pas l'air dénutrie parce qu'elle est en surpoids. Donc, vous avez déjà des notions de repérage grâce à cette présentation de Madame Reggiani. Et l'accompagnement d'une personne comme celle que vous avez dans le cas d'usage, j'espère, va être alimenté par le contenu de ce webinaire. Petit rappel sur notre processus, sachant que je vous invite à découvrir ces solutions, allez sur le site de Diète, c'est très bien fait, il présente bien, sachant que CARSAT Rhône-Alpes, donc avec qui vous êtes conventionné, soutient cette innovation qui a déjà été testée ailleurs en France. C'est un bon moyen d'être en confiance. Surtout, n'hésitez pas à mettre une question encore dans la minute ou deux qui suit pour Madame Reggiani. Sinon, je vous rappelle que le premier semestre des webinaires de 2024 est fini depuis le mois de juin. Vous voyez les différents thèmes qui ont été présentés. Vous avez accès à tous les webinaires, à toutes les fiches pratiques, à tous les clips démos sur la page de l'instant T, sur le site du TASDA. Le prochain webinaire n'a lieu qu'en septembre. Nous allons traiter le thème de génération qui génère action. Et comment est-ce que vous, structure évaluatrice ou structure d'aide à domicile, pouvez informer, accompagner
des bénéficiaires pour être plus dans l'utilité sociale, transmettre, recevoir des autres générations. Avec le thème du logement, le thème de la malvoyance et le thème de transmission de son propre histoire pour finir l'année un peu plus tôt que l'année dernière. On finira en début novembre, sachant que tous les ans, on cherche à trouver par quels moyens nous, le TASDA, pouvons répondre au cahier de charge de la CARSAT Rhône-Alpes. Nous avons besoin de vos retours par le biais du questionnaire de satisfaction qui est aussi en ligne sur la page de la santé. Et également, vous pouvez m'envoyer un mail, tout simplement. Vous avez tous mon mail. N'hésitez surtout pas. Ça nous permet de mettre dans la balance ce que vous avez à nous dire pour éventuellement avoir des nouveautés à proposer l'année prochaine si la CARSAT renouvelle leur confiance. Voilà. On va peut-être se dire au revoir. Il me semble qu'il n'y a pas eu d'autres choses. Ah oui, un message. Voilà, c'est le framaphone que vous avez. Voilà, je vous remercie tous de votre présence. Madame Ridiani, je vous invite à rester 2 minutes. On fait un petit débrief. Voilà, on va s'arrêter là. Et je vous rappelle, le plaisir de manger est important, hein. Mon repas m'attend et en dessert, j'ai une petite tartelette à la fraise. Le plaisir est important. Bon été à tous. Au revoir. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. Tac. Arrêter. Et voilà.